Bonsoir Séverine. Bonsoir, Missia. Euh, Ce soir, on va vous parler un peu de... On avait envie de réhabiliter en fait les parties mentales et un peu la raison. Euh, Parce que notre constat, c'était que dans la tradition du développement personnel de ces dernières années, elles ont été un peu ostracisées. Euh, Il y a une sorte de pression qui est mise pour écouter plus son intuition, ce qui est une bonne chose, hein, mais un peu aux dépens de nos facultés à raisonner. Or, finalement, ces parties raisonnables, eh bien, elles ont aussi un rôle à jouer dans la quête du bonheur. Et je pense que Spinoza nous donne encore quelques clés de compréhension à ce sujet. Et oui, Spinoza est très intéressant de ce point de vue-là. On a vu, hein, la dernière fois, on a parlé de l'illusion du libre arbitre chez Spinoza, qui nous montre qu'en fait, là où nous nous pensons souvent libres, en fait, nous n'avons pas un choix complet, une liberté totale de choisir tout ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons. Et qu'en fait, là où nous nous croyons libres, nous agissons par des passions, des désirs qui viennent nous déterminer de l'extérieur. Dans la tradition philosophique, la philosophie classique, les passions sont vraiment vues comme quelque chose qui nous habite, face auquel on est passif, et donc c'est une inclination qui fait que nous ne sommes pas libres. Ou évidemment l'importance de la volonté pour s'en libérer, mais Spinoza nous dit, ben, en fait non, avec ce libre arbitre, on pense qu'on peut faire, qu'on est tout puissant quelque part, mais c'est souvent quand même les désirs qui continuent passivement à nous habiter, et en plus comme nous n'en avons pas conscience, nous ne pouvons pas le voir, et donc on va faire appel à la raison pour aller chercher cette cause, au lieu de courir en avant vers une nouvelle finalité par notre volonté, allons d'abord voir ce qui nous cause. Mm. C'est vraiment ça qui va nous permettre en fait de finalement d'aller vers le bonheur. Donc la raison a un lien avec le bonheur. Chez Spinoza, elle a aussi un lien avec des affects. Donc c'est pas une raison froide, c'est une raison qui porte des affects, mais des affects qui sont actifs et doux. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Là, on pourrait croire que raison s'oppose au sentiment, à tout ce qui est affect. Eh bien, chez Spinoza, l'affect né de la raison va être plus fort que celui qui nous habite passivement. Et c'est celui qui va nous permettre réellement en fait, de faire on va dire des choix, en tout cas d'aller dans le sens de ce qui nous convient. Mm. Et On oui. avait vu, hein, que les personnes qui n'en peuvent plus, à un moment donné, vont dire mais voilà, j'en peux plus. Peut-être que si elles n'en peuvent, elles vont voir un thérapeute à ce moment-là. Peut-être que c'est justement cette illusion du libre arbitre qui mène à n'en plus vouloir. Mm. Oui. Que en fait, en cherchant à agir comme on en reçoit souvent l'injonction aujourd'hui, hein, mais faites ceci, faites cela, ou il y a une recette pour y arriver, quand on veut, on peut, on devrait arriver du coup à être heureux. Mais en fait, ben non, on n'y arrive pas, ça marche pas. Et donc, il y a peut-être un chemin à refaire vers cette raison pour pouvoir atteindre le bonheur. Et oui, et puis finalement, c'est pas une mince affaire parce que euh, tu dis là que si on arrive à atteindre la raison et à la faire intervenir dans tout le processus de la quête du bonheur, finalement, moi, ce que je constate aussi quand les personnes viennent en thérapie, par exemple, c'est que il y a parfois un, par moment, il y a un peu de psychoéducation à faire. Parce que Hmm. bah, comment on fait pour récupérer un lien avec la raison quand on est submergé par des choses? Ou bien quand on est submergé par des frustrations, comme il m'arrive toujours les mêmes choses et j'arrive à rien changer. Euh, et donc, bah, des clés peut-être qui peuvent aussi nous aider à reconnecter ces parts raisonnables, c'est de comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Parce que bah, finalement, on a
deux circuits de traitement de l'information, hein, enfin, on a une machine extraordinaire. Donc, le cerveau, globalement, traite quelques milliards d'informations, de stimuli par seconde, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ce qui nous guide vers les passions qui nous guident, en fait, les passions qui sont nommées par les philosophes, ça peut être un peu nos schémas automatiques en psycho. Et tout ça, tout ce qui est mécanisme de défense, comportement automatisé, schéma répétitif, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le circuit de survie finalement. Et ce circuit, il est beaucoup plus rapide que le circuit qui fait appel à notre néocortex analytique et pensant, qui lui met plusieurs secondes. Donc si on a je ne sais combien de milliards par seconde d'informations traitées, tout ça va être en quelques millisecondes, notre circuit de la survie s'enclenche en coupant l'accès au néocortex raisonnable. Parce que lui, Oui, il met plusieurs secondes. Bon, c'est pas grand-chose quand même, hein. 3 secondes, c'est vraiment rapide pour traiter de l'information complexe en plus, parce que le oui, néocortex, il va vraiment prendre le temps d'analyser toutes sortes de choses, des informations objectives en fait, qui existent oui, dans l'environnement. Si je traverse la rue, euh, une voiture arrive. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de savoir si elle est orange, si elle roule plutôt à 50 ou 55 km/h ou non. Là, mon circuit de la survie va prendre le lead sur mon système et heureusement, euh, il va me mettre sur le côté de la route pour que la voiture puisse passer et je ne me fais pas écraser dans ces cas. Et donc, d'où l'utilité effectivement de ce mode de fonctionnement. Ce qui se passe, c'est que quand dans la vie, on a toutes sortes d'événements qui sont plus ou moins chouettes qui nous arrivent, on a des schémas automatiques qui se mettent en place et qui, à un moment donné, ben, ne sont plus utiles. Justement, c'est là qu'on en arrive à ces frustrations euh, oui. qui mènent, finalement, on cherche le bonheur, on essaie de faire comme on peut et ça fonctionne pas. Ben oui, parce que peut-être qu'il faut faire différemment. Mais là, c'est justement faire appel à la raison qui va nous permettre de raconter notre histoire différemment, justement. Et oui. Et oui, et donc en fait, comme le dit Spinoza, finalement, les hommes agissent en fonction de ce qu'ils pensent qui va leur apporter de la joie qui est aussi le signe de ce bonheur, mais il y a des moments où ça marche pas, peut-être parce que à ce moment-là, comme tu le dis, il y a ces programmes automatiques qui se mettent en route, hein, qu'on peut assimiler à une part mentale aussi, mais qui seraient en fait déterminés quelque part par l'extérieur, et donc on n'a pas encore mis de conscience dessus, on n'a pas encore accueilli ce qui est là. Tout à fait. Ce qui est difficile, d'ailleurs, tout seul à certains moments. Ah oui, ben ça se saurait si c'était suffisant de raconter ce qui nous arrive et que ça nous permette de changer la manière de faire à chaque fois, mais ça se saurait, on n'aurait pas besoin d'aller en thérapie en fait. Oui, Euh, c'est parce qu'en thérapie, on crée un contexte de bienveillance et de sécurité en fait. C'est quand la oui, personne, tout son système se sent en sécurité qu'elle peut commencer à dire et déposer ce qui lui arrive. Et c'est à ce oui, oui. moment-là qu'après ont lieu les transformations parce que c'est le lien aussi thérapeutique, l'alliance thérapeutique qui fait. Cette sécurité qui va permettre petit à petit aussi d'accéder à son néocortex et donc de euh, quelque part réformer par ce qu'on pourrait nommer, ce qu'on nomme chez les philosophes la raison, qui va permettre de réformer des idées qu'on a, des croyances qu'on a, qui ne nous servent plus, comme tu le disais bien tout à l'heure, mais sans non plus dénigrer le travail fait par la part mentale jusque-là. Donc, dans ce sens-là, elle a fait son travail utile. C'est ce que j'entends dans ce que tu partages là. Oui, tout à fait. Puisque Mm. nos parts mentales, à un moment donné, quand il y a eu un événement qui était traumatisant, on va dire, euh, à ce moment-là, avec les informations dont nous disposions à ce moment-là, eh bien, notre cerveau a réagi, a fait au mieux. Il nous a permis de survivre aussi. Avant tout, c'était ça. Mhm.
si, il y a des décisions qui sont prises et des schémas qui se mettent en place, c'est parce qu'il y a une question vitale à un endroit. Et donc, euh, et ce schéma, tant que la souffrance n'est pas digérée et transformée, se répète. Oui. Tant que la part qui souffre n'a pas été accueillie avec sa souffrance en conscience, tant qu'on n'a pas mis ça en lumière et en conscience, on ne peut pas la traiter. Mais par contre, une fois qu'on le fait, ce que les parts mentales avaient mis en place à ce moment-là, qui est devenu délétère à la limite au fil du temps, en tout cas obsolète, peut être transformé en faisant appel au néocortex justement pendant le processus thérapeutique, oui. C'est vraiment intéressant cette approche de dire, ben oui, le mental est aussi à remercier pour ce qu'il a fait, mais en même temps, on y amène quelque chose comme un affect plus doux, plus actif, qui va permettre de changer les croyances. Et donc, en fait, on a quelque part besoin de passer par cette raison, j'ai envie de dire, entre guillemets, supérieure hein, par rapport au mental, mais elle n'est pas supérieure dans le sens où c'est elle qui prend le pouvoir. Elle est supérieure parce elle apporte justement plus de paix, plus de joie, plus de calme, et elle permet à ces parties qui ont mis en place ce processus mentalisé de retrouver de la paix. Ça me fait penser à ben que, en fait, chez Spinoza, la raison finalement, elle libère, elle permet aussi, elle permet d'aimer, Hmm. elle permet de sentir la joie, de se sentir en joie. Ce qui vient justement un peu revoir nos conceptions parfois de la raison en tant que quelque chose de dur ou qui voudrait prendre le contrôle sur notre vie et qu'on devrait un peu mettre dehors, juste pour accueillir en fait l'intuition. C'est souvent un discours qui est là. Si vous écoutez votre raison, vous n'écouterez pas votre intuition. Oui, C'est intéressant hein, chez les philosophes de voir que chez eux, l'aspect raison et intuition ne sont pas toujours contraires. Si je ne réfléchis pas, je ne peux pas avoir à un autre moment une grande intuition. hmm. Si j'ai une intuition mais que j'abandonne la raison, j'aurai du mal à revenir à cette intuition. Ah oui, c'est ça. C'est comme si, oui, c'est ça. Ce sont deux manières complémentaires d'observer, finalement, de recevoir l'information aussi, de la traiter. Il y a Oui, la raison peut-être qui est euh, une manière plus séquentielle de fonctionner, linéaire, où a une vision plus globale peut-être de l'information. En tout cas, une carte globale qui arrive comme ça, c'est sans ça. raisonnement, justement. Oui, et les philosophes font appel aux deux, et les deux les font avancer dans leur cheminement. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Euh, oui, ce qui était intéressant aussi, c'est ce que tu dis, que la raison permet de ressentir la joie. Ça, la raison est un chemin pour ressentir la joie et donc vers la quête du bonheur, oui. Finalement, c'est un outil ben, super intéressant parce que nos parts mentales, elles ont accès à l'information objective de ce qui est dans la Oui, réalité. mhm, tout à fait. Et aussi, ce qu'on peut dire, parce que bon, parler ne suffit pas, mais en même temps, en parlant, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. La parole fait aussi appel à notre raison humaine. Ça nous met en lien aussi avec cette notion de conscience qui est très importante en philosophie, mais qui est très importante aussi aujourd'hui dans le développement personnel ou en thérapie. Et cette conscience, en fait, c'est pas seulement la conscience des événements, c'est aussi la conscience de soi, Hmm. de qui je suis. Avec en philosophie, la grande question qui suis-je, mais aussi comment ça se fait, est-ce que je suis la qui fonde cette conscience de soi? On peut, on peut voir que en thérapie, ben, se raconter, ça permet aussi quelque part de revenir à soi. On ne revient pas que aux événements, on revient aussi à soi. Oui. Et il y a une forme d'identité narrative dont on peut parler en philosophie, mais qui sans doute a des liens aussi avec ce qui se passe en thérapie. Mhm. Tout à fait. D'ailleurs, Antonio Damasio parle, quand il parle de la conscience, lui,
Je vais juste faire un petit aparté, là, ça me fait penser à ça. Euh, il prend, pour lui, la conscience, c'est le produit euh, de pas mal d'informations, évidemment, que le corps, le cerveau traite, le système nerveux. En fait, sa manière de voir les choses et de les présenter, c'est que le cerveau cartographie toutes sortes de choses en permanence. Oui, Et donc, euh, en live, il n'arrête pas de cartographier. C'est-à-dire, là, je suis en train de bouger, donc il est en train de cartographier mes mouvements, comment l'information circule, est-ce que je te vois, je vois bien l'écran, est-ce que j'entends, comment mes yeux captent la lumière, et peut-être aussi les émotions qui se vivent à l'intérieur de moi, puisqu'il y a différentes zones du cerveau qui sont activées. Et la conscience, c'est le produit de tout ça, donc de tous les éléments objectifs de l'environnement qui sont, toutes ces informations-là, elles sont transmises à notre système nerveux par nos cinq sens. Et puis, il y a la cartographie intérieure que le cerveau fait de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, entre les organes, les influx nerveux et tout ce qui est stimulé à l'intérieur des neurones même. oui, Et tout ça donne comme produit une conscience, c'est-à-dire que il y a quelque chose, un observateur qui peut voir en temps réel aussi qu'en fait le cerveau est en train de traiter toute cette information et aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Il peut observer tout ça. Et c'est ça pour lui la conscience, le produit qui fait que on peut dire qu'un être est conscient. C'est quelque part oui, là, cette intersection. oui, bien sûr, oui. Ce qu'on partage là aussi, ça me fait penser à ce qu'on disait avant aussi, à cette démarche libératoire aussi qui se joue. Donc, il y a toutes ces informations qui sont présentes. Et puis, dans le retour, on va dire, à la raison, le retour au néocortex, si on parle en termes plus en termes aujourd'hui de neurosciences, hein, il peut y avoir une forme de démarche libératoire par rapport à des illusions comme un libre arbitre qui peut être en partie illusoire, mais aussi libératoire par rapport à ce qui nous détermine de manière automatique, tout Mm. en l'accueillant. Cette démarche libératoire nous fait accéder à nous-mêmes aussi, hein, à travers ça, à travers la façon dont on raconte les événements, mais c'est nous-mêmes qu'on raconte. Paul Ricoeur, un autre philosophe évidemment plus tardif que Spinoza, nous parle, lui, de cette conception tout à fait narrative de l'identité. Donc, il refuse hein, d'avoir l'idée d'un moi qui serait un substrat qui préexiste et qui perdure dans le temps, pour Mm. parler d'une identité narrative. Ça me fait penser, cette idée de ne pas spécialement aller dans le sens d'un moi préexistant, d'une forme d'âme hein, qui préexiste, ça me fait penser que dans le développement personnel, on entend souvent et deviens un peu qui tu es, comme s'il suffisait d'accéder à qui nous sommes, qui serait là depuis le début, mais qui serait caché. Et donc, ben, laisse un peu tomber tous tes masques et deviens qui tu es. Est-ce que c'est si facile que ça? Il me semble que dans l'approche thérapeutique d'Amicia, il y a aussi tout un parcours libératoire qui fait qu'on accède mieux en mieux à qui on est. Mais oui, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'était si simple que ça se saurait et Mhm. eh bien, on n'aurait pas besoin d'aller en thérapie en fait. Et oui. Euh, Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte ici finalement aussi. On en avait parlé tout à l'heure. Il y a aussi les schémas du lien d'attachement, puisque quand même c'est ce qui fait, c'est ce qui va, c'est le cocon dans lequel se développe notre moi au début de la vie. Donc les liens d'attachement, c'est vraiment comment un enfant est et comment les personnes qui s'occupent de l'enfant, du bébé, donc le font en tout début de vie, et ça inscrit des informations à l'intérieur du système nerveux et après des modes de fonctionnement. Est-ce que ce bébé s'est senti en sécurité? Est-ce que c'était constant? Est-ce que c'était pas constant? Est-ce qu'il a eu plutôt, il s'est senti abandonné ou pas?
Est-ce que ça a été réparé aussi pendant... Parce qu'on Mm. peut très bien, à un moment donné, un bébé peut ressentir quelque chose de même grave, hein, mais si c'est réparé après par les personnes qui en prennent soin, en général les parents, ben c'est terminé. L'information est traitée, réparée et on n'en parle plus. Et le lien d'attachement va être sécure. Par contre, il y a pas mal de personnes qui se sont développées avec des liens d'attachement colorés un peu peut-être anxieux, peut-être plus évitants, où je vais plutôt éviter le lien pour éviter de souffrir. Et donc, on se construit avec ça. Donc, finalement, c'est un peu illusoire de dire, mais ton moi, c'est facile, si tu te détaches de toutes sortes de choses, tu vas y avoir accès. Oui, mais comment moi je me raconte depuis que j'ai l'âge de la raison et que je peux me raconter, c'est déjà conditionné par ces 6 premières années de vie. De comment elles Oui, se sont, comment je me suis construit pendant ces 6 premières années de vie. Donc, euh, l'histoire que je vais raconter de moi, elle peut être totalement différente. On peut développer des croyances. Ouais, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance. De toute façon, je suis pas fait pour ça. De toute façon, alors que ce ne sont que des croyances que l'on et peut oui, donc changer à travers le travail thérapeutique. Oui, en effet. oui, oui. Et ce qui est intéressant dans ce que Paul Ricoeur peut nous amener là, c'est que ben, lui, il parle de notre histoire comme les fêtes de faits, hein, d'événements, et ils surviennent. Ils ne font pas au départ partie, de nous, hein, ils surviennent, et il y en a qui peuvent établir des ruptures dans notre histoire. Ils viennent introduire des ruptures dans notre vie. Mm. Et en fait, nous avons besoin ensuite de nous raconter pour recréer de la continuité, pour remettre du sens et pour montrer comment ces événements, non pas qu'introduit une rupture, mais comment ces événements aussi, au final, ils font avancer l'histoire. Mm. Comment est-ce que, en nous racontant, alors nous allons pouvoir intégrer tous ces changements dans le temps et parce qu'ils nous affectent, hein, et ils nous affectent à travers le temps, mais comment on les réintègre dans ce moi narratif. Mm. Et donc, je ne raconte pas juste les événements, en fait, je me comprends à travers ça. Je m'interprète. Ce qui rompt un peu l'idée d'un je pense donc je suis, hein, du cogito de Descartes, qui paraissait un peu, en tout cas, transparent à lui-même. Là, on a une forme d'épaisseur de l'histoire avec toutes des choses, des événements qu'on a à restructurer. Et alors, ce que Ricoeur nous dit aussi, c'est que euh, en faisant ça, il y a un aspect éthico-moral au récit, puisqu'en fait, nous portons un jugement sur les actions que nous avons posées et nous sommes intéressés à voir est-ce que ces actions nous ont menés au bonheur ou au malheur. Et oui. Il nous dit que l'action, en fait, elle explore les voies par lesquelles la vertu et le vice conduisent ou non au bonheur ou au malheur. Et donc, en racontant, nous allons revenir sur ces actions. Et pas seulement sur ces actions, mais sur l'acteur, donc sur nous-mêmes. Mm. Ce qui nous donne une perspective intéressante par rapport à ce moi narratif et par rapport au bonheur. Comment est-ce que nous nous accueillons à travers ce récit? Ouais, c'est ça. Oui. Alors, c'est pas juste, ça peut être se raconter, c'est par la parole. On sait bien, hein, qu'en thérapie, c'est pas suffisant juste de se re-raconter, qu'il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Est-ce que peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ben, il y a deux choses qui, que j'ai envie de mettre en lumière dans ce que tu me dis et en lien. C'est la première chose, c'est dans cette histoire de moralité et de vice ou vertu. euh, Moi, ça me fait penser, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, les cercles vicieux. Hmm. Finalement, qui ne nous mènent en principe pas au bonheur. Tous ces schémas qui se répètent euh, tant qu'on n'a pas pris le temps de raconter, justement, euh, d'observer et d'accueillir après, parce qu'après, la suite, ça va être d'accueillir. Donc, il y a les ruptures dont parle Ricoeur, par exemple, dans l'expérience de vie, dans le fil de la vie. Moi, je fais un parallèle dans le modèle IFS, donc Internal Family System. Donc, pour faire très court, ce modèle propose
de regarder l'être humain, enfin le système de l'être humain comme une famille intérieure. Donc nous avons, on voit ça parfois dans les dessins animés, n'importe où, un petit diable, un petit ange sur les épaules de certains héros qui discutent, qui se chamaillent parfois. Des parties comme ça qui nous soufflent toutes sortes de choses, mais on a ça à l'intérieur, parfois on en a pas mal. Euh, et donc, pour moi, les ruptures dont parle Ricoeur, c'est le lien un peu qui s'est perdu entre certaines parties de nous qui portent encore une souffrance, cette souffrance qui n'a pas pu être digérée, parce que notre système nerveux, en principe, quand il nous arrive une bricole, en 3 semaines, il digère l'événement et ça devient euh, soit un souvenir neutre, soit on arrive à transformer ça en une ressource pour nous, par la résilience. Et quand ça fonctionne pas, eh bien, on traîne des parties qui restent avec une souffrance là à travers le temps et les événements, ce qui génère de nouveau, ce qui vient nourrir hein, les cycles, les cercles vicieux répétitifs. Et donc, dans ce modèle IFS, le but, c'est de réunifier tout notre système, donc recréer le lien entre ces parents en souffrance et l'essence de notre être pour pouvoir réparer ces blessures qui sont encore Mhm. ouvertes, présentes. Et c'est là que c'est intéressant parce que pour accéder à ces parties blessées qui sont souvent protégées par d'autres parts hein, à l'intérieur, eh bien, on a besoin que la personne se raconte. C'est à travers Oui. son récit, quand elle arrive, en début de séance, que euh, on fait ce que nous, on appelle dans notre manière de faire le ciblage. Donc, et le but, c'est d'aller chercher vraiment le réseau de mémoire bien précis pour trouver la blessure et aller la transformer, en fait, la réparer. Euh, Parce que si on ne va pas à la racine, les choses vont se... Le cercle vicieux va se poursuivre d'une autre manière, peut-être un petit peu, mais ça va revenir. Donc l'important, si on veut vraiment en faire quelque chose pour que l'histoire soit transformée par la suite, c'est Oui. vraiment d'aller chercher ça. Mais on a besoin que les personnes se racontent, oui. On a besoin de faire appel Mhm. à la raison. Et dans la narration vont d'ailleurs se présenter des émotions, vont se présenter ce réseau de croyances. Donc cette narration n'est pas juste une raison froide non plus, Non, absolument pas, non. puisqu'en fait la personne se dit elle-même aussi à travers les événements qu'elle dit. Oui, oui, oui. Et puis, au Oui. terme du traitement d'un des événements, on arrive à transformer l'histoire qui se raconte. Mm. Et ça peut Le mener. système, oui. Oui, Le vas-y, vas-y. système nerveux peut s'apaiser sur certains événements et ça permet de re-raconter à nouveau un récit. Une nouvelle Est-ce que version. ça veut dire oui. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas fixés dans une personnalité précise toute notre vie et que nous avons aussi l'occasion de changer, d'intégrer le changement dans qui nous sommes? Ça, c'est une question qui est intéressante. Là où la psychologie a peut-être longtemps vu les personnes comme ayant une personnalité très précise et qui ne pouvait peut-être pas bouger, on a ici des modèles et des façons de vivre ce récit qui font que, eh bien oui, on peut intégrer du changement aussi. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on reçoit des preuves par les neurosciences hein, qui disent, qui mettent en lumière la plasticité du cerveau. Donc ça Mm. veut dire que oui, on peut transformer les connexions neuronales, on peut créer de nouveaux schémas automatiques qui soient des voies qui nous mènent au bonheur, justement, Quel beau programme. n'est-ce pas? Est-ce que... Est-ce, Oui, oui. dis, vas-y. Là, j'allais dire, est-ce que en lien avec tout ce qu'on vient de dire, tu aurais un exercice à nous proposer qui permet justement de tester cette raison qui nous permet d'être plus actifs tout en étant plus doux. Hmm, oui, et bien sûr, je vais passer par le corps aussi. Euh,
Je mettrai dans les commentaires de la vidéo une photo du livre parce que je l'aime bien. C'est La couleur des émotions. Bon, on le voit à l'envers dans la caméra, mais bon, je referai une photo à l'endroit. Ce que je propose là maintenant, c'est justement d'observer et de pouvoir après laisser la raison élaborer. Euh, on va faire d'abord dans un premier temps un petit quelque chose, une émotion pas très sympa, un peu plutôt crispante. Et puis nous terminerons par un événement joyeux. Comme ça, on termine sur une note positive. Euh, donc, je vous invite juste à penser, par exemple, dans la journée, est-ce qu'il y a eu une petite chose comme ça, un petit truc qui a été un peu crispant. Ça peut être quelque chose de finalement qui peut paraître très anodin, hein, du type ah zut, j'ai plus de sucre, je vais mettre du sucre dans mon café. Une légère frustration de ce genre-là pour que ce soit. Et l'invitation, c'est vraiment de vous connecter à ce moment précis où il y a eu cette crispation, ce truc pas très sympa qui est arrivé. Et une fois que vous avez vraiment la seconde où c'est arrivé, c'est vraiment ça qu'on recherche, c'est de vérifier un peu quelle est l'image qui est là à cet instant-là, où vous vous trouvez, s'il y a un bruit particulier, une musique autour, le contexte. Et, euh, et d'observer dans le corps comment ça se manifeste, cette crispation, parce qu'elle peut se manifester de toutes sortes de façons, en fait. Et une fois que la sensation est détectée, eh bien, laisser un peu les parties analytiques du cerveau détecter de quoi il s'agit, en fait. D'abord, vérifier la température, la sensation que ça fait. Est-ce que ça tire, ça pique, est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pétille peut-être, j'en sais rien, ça tremble. C'est peut-être froid aussi. Il y a peut-être une lourdeur. Et en observant tout ça, observer s'il y a une émotion qui se montre. Ça peut être une peur, peut-être une frustration justement, ou plutôt une anxiété, ou peut-être la tristesse aussi. Et ici, le but, c'est juste d'accueillir ce qui est là et comme on avait fait la dernière fois, juste ouvrir le cœur et entourer cette, euh, ce moment crispant de compassion. Et puis, vous pouvez revenir ici et maintenant, dans l'instant présent, ressentir un peu peut-être comment vous êtes assis sur le siège. Et je vous invite à voyager vers un moment de joie, une belle joie ressentie aujourd'hui, dans les jours qui précèdent, vraiment quelque chose de sympa. Et pareil, d'observer comment ça se manifeste dans le corps en fait, à quel endroit, quelle est l'intensité peut-être, comment ce moment de bien-être se manifeste dans le corps. Et peut-être de l'ancrer aussi dans votre galerie de ressources, de moments chouettes, que vous puissiez vous y reconnecter à tout instant en fait. Et laisser pleinement cette joie peut-être aussi s'étendre dans d'autres zones du corps.
Et s'il y a une expression, une image, un mot qui vous vient, vous pouvez l'associer à ça. Et sur ces bonnes ondes, à votre rythme, revenir dans l'ici et maintenant. Merci, Missia, pour cet exercice qui permet d'aller revisiter des morceaux d'histoire aussi, ce qui s'y est joué, hein. Eh oui, tout à fait. Peut-être revisiter aussi la manière dont on se les raconte après ça. À voir. Et à voir. Je vous lis un texte de Paul Ricoeur. Hmm. C'est un extrait de Temps et récit. Sans le secours de la narration, le problème de l'identité personnelle est en effet voué à une antinomie sans solution. Ou bien l'on pose un sujet identique à lui-même dans la diversité de ses états, ou bien l'on tient, à la suite de Hume et de Nietzsche, que ce sujet identique n'est qu'une illusion substantialiste, dont l'élimination ne laisse apparaître qu'un pur divers de cognition, d'émotion, de volition. Le dilemme disparaît si, à l'identité comprise au sens d'un même, idem, on substitue l'identité comprise au sens d'un soi-même, ipse. La différence entre idem et ipse n'est autre que la différence entre une identité substantielle ou formelle et l'identité narrative. À la différence de l'identité abstraite du même, l'identité narrative, constitutive de l'ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité dans la cohésion d'une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme scripteur de sa propre vie, selon le vœu de Proust. Comme l'analyse littéraire de l'autobiographie le vérifie, l'histoire d'une vie ne cesse d'être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu'un sujet se raconte sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu d'histoires racontées. Hmm. Eh bien, je suis curieuse du tissu d'histoire que nous nous raconterons suite à la relecture de ce texte. En tout Eh cas, oui. j'ai hâte. Merci pour cet échange et merci aussi pour les personnes qui donnent quelques retours, hein. Et bon, on se retrouve dans 2 semaines. On va commencer le deuxième volet, hein, qui sera sur cette fois l'acceptation. L'acceptation, grand programme, oui, en effet. Eh bien, avec joie, je relis à Spinoza et sa voix. Merci Séverine. Merci, Michel.